Bonjour à tous. Si je passe par YouTube, c'est qu'actuellement je suis bloqué jusqu'au 16 avril par Facebook, sans aucune raison apparente. Donc j'ai décidé de passer par YouTube en faisant une vidéo et en leur envoyant. Et ce, de manière à transmettre le lien à un ami qui se chargera de le diffuser. Voilà, cette vidéo a pour but de vous expliquer comment fonctionne la loi, de quoi est-elle constituée, et de l'importance du bloc constitutionnel qui, sans que vous le sachiez, s'applique tous les jours à votre vie et que régulièrement, les exécutifs violent délibérément. Ce gouvernement met bien d'autres avant, je tiens à le préciser. Et donc, de quoi est constituée la loi? Et qu'est-ce que la loi? La loi est conçue et c'est la Constitution qui le définit. La loi n'a de droit que de défendre les actions nuisibles de la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut en être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. D'une part, voilà ce qu'a pour but la loi. Alors elle est composée du droit ordinaire, le droit ordinaire, c'est par exemple la loi du 11 février 2005, c'est par exemple la loi Carle, à laquelle actuellement les gens du voyage s'opposent, car ils estiment, et à juste titre, je tiens à le préciser, à vivre telle que leur tradition ancestrale leur ont appris. Le droit pénal, qui a pour but de poursuivre tous ceux qui se sont rendus coupables d'actes criminels. Elle réprime notamment la pédophilie, le meurtre, l'assassinat, etc., etc. Et le bloc constitutionnel, dit droit supra. Il faut savoir que la loi pénale est supérieure et s'impose au droit ordinaire. Mais le droit supra, quant à lui, est supérieur au droit pénal et au droit ordinaire, et tout ce qui est contraire au droit supra est illégal. Voilà pour l'échelle du droit, et ceci est imprescriptible, c'est-à-dire ne peut pas être détourné, ne peut pas être manipulé, etc., etc. Alors, déjà à l'article 1, extrêmement important, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. L'article 2 est important. Le but de toute association politique est la conservation naturelle et imprescriptible de l'homme. Excusez-moi, j'ai commis une erreur. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sécurité, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
On peut dire que les associations politiques, les partis politiques, ont largement oublié que leur mission était la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ça, ce sont des éléments fondamentaux. Ensuite, l'article 4. La loi consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. J'y reviendrai plus longuement sur ce sujet, avec notamment un exemple. La loi n'a le droit de défendre que les actions La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut en être empêché, nul, et que nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Alors cet article est un peu difficile à comprendre dans la formulation « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles de la société ». Cela signifie que la loi a pour but de combattre les actions qui sont nuisibles à la conservation des droits de l'homme naturels et imprescriptibles de l'homme. C'est la mission de la loi. Alors, l'article 7 est extrêmement important. Nul homme ne peut être arrêté, homme ou femme, bien sûr, s'entend, ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Je précise et je répète, et selon les formes qu'elle a prescrites. J'y reviendrai sur les gardes à vue, etc. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. C'est la deuxième phrase qui, elle, est extrêmement importante. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Ils seront coupables de résistance. Donc, si on vous interpelle, il ne faut surtout pas résister. C'est important, c'est la Constitution qui le dit. Mais les conditions d'interpellation et de garde à vue doivent être conformes aux droits imprescriptibles et naturels de l'homme. Dans le respect de la loi, bien sûr. L'article 8, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Et ce légalement appliqué pose bien des problèmes actuellement, puisque souvent et sans raison, on vous interpelle. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré, c'est d'ailleurs pour ça que, alors je ne sais plus si c'est l'article 2 ou l'article 3 de la Constitution de la loi anticasseur a été abrogé, puisque le préfet pouvait déclarer présumé coupable, sachant qu'une culpabilité ne peut être établie que par un magistrat. C'est une présomption de culpabilité. Donc tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclarable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Cet article 9 a quelles conséquences? Chacun peut apporter son témoignage des maltraitances, des insultes, de la discrimination qu'il a subie lors de garde à vue. Eh bien, si déjà il y a eu maltraitance physique, il faut impérativement, à la sortie, aller voir un médecin et faire constater par certificat médical les traces qu'il en résulte. Et ensuite, saisir d'une part l'IGS, mais pas seulement. Il faut aussi déposer plainte auprès du procureur de la République. Alors, ceci peut paraître anecdotique, mais là, ça renvoie à l'article 7 qui stipule expressément que ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Il faut savoir que le fait de maltraiter quelqu'un est strictement interdit par la loi. Donc l'agent qui réalise ces maltraitances est de fait punissable et doit être puni. Pour cela, il faut à la fois prévenir l'IGS et déposer plainte. Pour ceux qui bénéficient de l'aide juridictionnelle, je leur recommande de le faire avec constitution de partie civile. Car cela imposera que soit nommé un juge d'instruction. Alors, nous avons des personnes qui ont reçu des amendes, simplement parce qu'ils étaient eux-mêmes et qu'ils se déplaçaient. Je pense à une des figures des Gilets jaunes, qui se déplaçait avec sa mère. Eh bien, non seulement cette verbalisation est une violation caractérisée de l'article 10, puisqu'il a été inquiété au vu de ses opinions, alors qu'il ne troublait pas l'ordre public, parce que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public par la loi. Nous avons entre autres aussi une autre personne qui a été verbalisée car sur son t-shirt était marqué Eric. Donc déjà là, il y a une violation de l'article 10, mais en plus de l'article 11. Car l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 17 stipule expressément que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, ça peut répondre de l'abus de cette liberté et dans les cas réprimés par la loi. Le fait de se promener avec marqué RIC, RIC, sur son t-shirt ne trouble pas l'ordre public. Alors certes, ça gêne certains élites, mais néanmoins, ce n'est le fait de se déplacer librement avec une ou deux personnes n'est pas une manifestation. Donc de ce fait, nous avions une violation caractérisée des articles 10 et 11 du préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans ce cas. Mais un autre cas s'applique par exemple, où nous avons eu des jeunes côté, alors je ne sais plus si c'est verbalisé ou interpellé, et mis en garde à vue alors, je ne sais plus si c'est Nantes ou La Rochelle, je m'excuse. Tout simplement parce qu'ils étaient en train d'écrire sur une banderole. Ils ne manifestaient pas, ils écrivaient sur une banderole. Et donc, la violation de l'article encore d'ici 11 est clairement caractérisée.
car c'est une entrave et une violation caractérisée de la liberté d'expression. Qui plus est, par personne déposeur d'autorité, de charge ou de mission de service public dans l'exercice de leur mission, ce qui est un phénomène aggravant. Ensuite, nous avons l'article 17. L'article 15, excusez-moi. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est-à-dire qu'un citoyen qui constate qu'un agent, un officier de police, ou même n'importe quel membre d'une administration constate et estime que l'expression de sa mission viole la loi, il est parfaitement en droit de lui demander poliment des comptes. Pourquoi vous faites ça? En quelle vertu? Etc. Mais il peut aussi lui demander compte via une plainte auprès du procureur de la République. Voilà, comme je l'ai dit, avec constitution de partie civile. Alors là, on peut se faire aider par des associations spécialisées ou les avocats notamment de ceux de Robe Noire et Gilets jaunes. Enfin, la propriété est un droit inviolable, sacré. Nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous condition d'une juste et préalable indemnité. Alors cet article, qui en 1789 n'était pas, a été rapporté par l'Assemblée plénière de nos représentants nationaux. Cette Assemblée plénière de nos élus, de nos représentants nationaux, à savoir sénateurs et députés, a été votée aux 2/3 et donc a été intégrée à valeur constituante dans ce préambule. Alors, il nous dit que nul ne peut être privé. Si la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Et inscrit à la suite, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous condition d'une juste et préalable indemnité. Et ceci est important. Bien qu'initialement, ce complément de si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constituée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité, il s'avère que cette partie a été ajoutée pour permettre l'expropriation d'une personne propriétaire après une commission d'enquête, et tout un ensemble de procédures soit réalisé pour l'expropriation. Sinon, la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Alors, ceci a des importances capitales. Un certain nombre d'entre vous se sont vus saisir leurs masques de protection, leurs lunettes de protection, leurs trousses et matériel médical de secours, de premier secours, je pense notamment au Medixet. Or, de ce fait, ils vous ont volé, en faisant ça, votre propriété. En effet, aucune loi autorise les policiers à vous priver de votre propriété privée sans un jugement préalable. En effet, je vous rappellerai que l'article 9 stipule expressément « Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable s'il est jugé indispensable de l'arrêter. Toute rigueur sera nécessaire pour s'assurer de sa personne,
doit être sévèrement réprimé par la loi. Donc c'est clair. On vous prive de on vous vole votre propriété privée au prétexte qu'on subodore que vous êtes dans le cadre d'une éventuelle violation de la loi sauf que on vous considère donc comme au préalable au coupable. On vous présume coupable d'un acte qui n'a pas été fait, d'un acte illégal qui n'a pas été réalisé, plus exactement, le terme précis. Ce qui pose problème, puisqu'on vous présume coupable d'un acte que vous allez faire. Sauf que l'article 9 est très clair. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit déclaré coupable par un juge. C'est clair, net et précis, donc on n'a pas le droit de vous prendre ce matériel tant que le pseudo-acte qu'on considère que vous allez réaliser, je dis bien qu'on considère que vous allez réaliser, et dont ils n'ont aucune preuve, eh bien, le fait de vous priver de ce matériel, outre le fait, relève qu'il s'agit d'un vol caractérisé par personne dépositaire d'autorité, de charge ou de mission de service public, et ceci tombe de plus sous l'article 7, ceux qui sollicitent, expédient ou exécutent, expédier et exécuter, c'est ce que font les policiers en voie, ou font exécuter les ordres arbitraires doivent être punis. Car le fait de votre privé, de votre propriété privée sans qu'un juge l'ait ordonné, est un acte arbitraire au titre de l'article 7. Qui plus est, pour les Médixri, cela s'aggrave d'une mise en situation de péril imminent de futurs blessés. Article 223-6 du Code pénal, non, la jurisprudence 0608-1986 de la Chambre criminelle et de la Cour de cassation, pour être précis. 0607 ou 0608. Excusez-moi, j'ai un doute sur les deux premiers chiffres. J'ai plus la tête exacte en tête. Là, j'ai plus la date exacte en tête. C'est 06 ou 07 1986 du 26 avril 1987. Je vous redonnerai ultérieurement la jurisprudence où vous pouvez me la demander. J'ai plus en mémoire exact. Et ça, c'est un délit formel. Alors, qu'est-ce qu'un délit formel? C'est un délit qui n'a pas besoin d'être abouti. La simple mise en condition crée le délit. Je crois que c'est 0607-1986. Mais c'est 0607-1986. Mais je vous donnerai toutes les références de cette jurisprudence-là. Donc le délit formel, c'est dès la mise en situation qui se réalise. Par exemple, une personne qui a du mal à respirer ou qui est allergique, asthmatique, insuffisance respiratoire, auquel on les priverait de son masque de protection. Bien là, par contre, c'est une mise en situation de péril avérée. Parce que
par définition, dans une manifestation, même si on n'en est pas à l'origine, il y aura l'usage de gaz lacrymogène. Et donc, on met ces personnes en péril avéré. Alors, on nous dit, oui, mais vous devriez être chez vous, vous n'avez rien à faire là, c'est dangereux pour vous, etc. Je vous rappellerai que nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, donc médicales, pourvu que la manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Le fait de manifester pas alors qu'on est insuffisant respiratoire ne trouble pas l'ordre public, c'est clair. De plus, c'est une entrave à la libre communication de ses pensées et de ses opinions. Et là, on retombe sur l'article 10 et 11. Que je vous ai relu succinctement à l'instant. Ensuite, nous avons le cadre de la loi Carle qui actuellement a pour but d'empêcher de détruire la culture des gens du voyage. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Comme je vous l'ai dit, l'article 17 stipule expressément que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut être privé, si ce n'est que lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous les conditions d'une juste et préalable indemnité. Donc, je vous ai expliqué ce qu'était le cadre légal dans lequel on pouvait priver une personne de sa propriété. Déjà, il fallait l'indemniser, en premier lieu, mais que celui-ci devait suivre tout un processus. Étant donné que c'est un droit inviolable et sacré, la jouissance de sa propriété ne peut être entravée, sauf si, bien sûr, elle viole la loi. Or, la loi Carle, pour ne pas la nommer, stipule qu'un terrain ne peut accueillir qu'une personne, qu'une famille vivant en caravane. Elle interdit à ce que 2 familles ou 3 familles, chacune vivant dans sa propre caravane, puissent s'établir sur le même terrain. Eh bien, ceci est inconstitutionnel. En effet, ceci porte atteinte à la jouissance de sa propriété, qui, je le rappelle, est inviolable et sacrée. Cette loi, qui normalement n'a pour but que de défendre des actions nuisibles à la société, article 5, je vous le rappelle, viole ce droit à la propriété privée, puisqu'il interdit de jouir comme on le souhaite. Le fait de vivre pour 2, 3 ou 4, voire 5, 6 familles en caravane sur le même terrain, à la condition, bien sûr, que ce terrain puisse accueillir correctement ces caravanes. Mais aussi que cette vie en caravane commune de ces familles ne nuit pas autrui par des sons trop violents, par une nuisance odorifique,
ou visuel. Dans ce cas-là, je parle de décharge, hein. Que le terrain devienne quasiment une ferraillerie, etc., etc., ou que ce soit des moissons de fer, de fil électrique, etc., donc d'une décharge, qui là, pour le cas, nuirait d'une part et aurait obligation d'être déclaré et respecter un certain nombre de normes, car là, ce ne serait plus une propriété à destination de la vie privée, mais une propriété à destination professionnelle. On s'entend ? Mais si, mettons, sur un terrain ayant suffisamment de surface, je parle de 500-600 mètres carrés pour 3 caravanes, par exemple, pour donner une idée de grandeur, que le terrain est proprement entretenu, que les caravanes soient raccordées aux eaux usées pour éviter les mauvaises odeurs et à l'eau potable et au courant, dans les conditions normales d'existence, rien ne peut s'y opposer. Je parle de caravane, mais je parle aussi de mobil-home, mais là il faut des terrains quand même plus grands, puisque un mobil-home étant plus grand. Alors déjà, il faut rappeler que le mobil-home est la version moderne de la caravane. Que la caravane est elle-même la version moderne des roulottes. Que la roulotte est elle-même la version moderne des terrains des chariots bâchés, qui elle-même est la version moderne des chariots avec des tipis installés dessus. Et de ce fait, il s'agit d'un habitat ancestral. Ce type d'habitat est donc antérieur à la loi. Ce type et ce mode d'habitat est donc antérieur à la loi et à la Constitution même. Ce type d'habitat a servi à nos rois et nos reines quand ils se déplaçaient, aux commerçants aux commerçants qui étaient à l'époque itinérants, ce qu'on appellerait maintenant des représentants et des marcheurs, était d'usage jusque dans les années 30 et 40. Il s'agit d'habitat d'usage normal et ordinaire. Et ça tient en plus à la culture des gens du voyage. Donc il s'agit clairement d'une atteinte, d'une volonté de détruire cette culture. Mais il me semblait que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et le fait de vivre de cette manière, c'est l'exercice de ces droits naturels. C'est l'exercice de ces droits naturels pour ces personnes. Il y a une de bornes que celles qui assurent aux membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ou est-ce que le fait de vivre en caravane à 2 ou 3 familles sur un même terrain, qui le permet, bien sûr, viendrait porter atteinte à la liberté fondamentale d'autres personnes.
Mais il est clair maintenant qu'on voudrait même interdire aux coqs de chanter le matin. Des citoyens se sont fait condamner pour ça. Donc voilà, je voulais vous résumer les fondements de la loi, vous expliciter l'importance de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et comment elle s'applique et elle vous défend dans votre vie de tous les jours. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Actuellement, j'ai des difficultés à communiquer avec vous, comme je l'ai dit, puisque Facebook m'a bloqué, sans me signifier pourquoi. Ils m'ont dit que je n'avais plus le droit de communiquer avant le 16. Et ces choses étaient importantes du fait que, étant un patient remarquable,